Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire à l'occasion du sommet de l'impact organisé à l'Assemblée nationale ce 13 février. C'est un grand débat que je vous propose avec Brune Poirson, directrice du développement durable du groupe Accor, et Pierre-André de Chalandaire, le président de Saint-Gobain et le président de l'Institut de l'entreprise. Avec eux, on va parler des enjeux de la mesure d'impact, du développement durable comme un objectif commun et de ce que les actions RSE des entreprises peuvent changer dans leur image auprès des Français. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Nona, logiciel de gestion pour accompagner la restauration collective vers une cuisine plus durable. Voilà pour les titres, c'est le grand débat de ce Smart Impact. Le grand débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Brune Poirson, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice du développement durable du groupe Accor. Pierre-André de Chalandaire, bonjour, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Président de Saint-Gobain et président de l'Institut de l'entreprise. On vous a réunis à l'occasion de ce premier sommet de la mesure d'impact qui est organisé par le think tank, le do tank et think tank Impact Tank, cercle de réflexion et d'action, initiative du groupe SOS. Ça se passe à l'Assemblée nationale ce 13 février. Pourquoi vous y participez, Brune Poirson ? En quoi la mesure d'impact, ça vous semble essentiel ? C'est essentiel parce que ça permet de sortir du greenwashing ou du social washing. C'est indispensable de commencer à structurer un certain nombre d'indicateurs pour comprendre quel est l'impact de l'entreprise. Parce que je pense qu'il peut être aussi très positif sur la société. Et il faut que tout ça se structure. Et les entreprises ne peuvent pas le faire seules. Elles doivent le faire en collaboration, je pense, avec justement des initiatives comme celle-là, avec le groupe SOS, avec d'autres aussi, pour arriver à sortir une méthodologie, des indicateurs qui permettent de calculer quel est l'impact positif comme négatif sur la société. Il n'y a que comme ça qu'on pilotera les stratégies d'entreprise, mais aussi les impacts positifs. Mais il y a déjà des labels, il y a des certifications. Qu'est-ce qu'il faut inventer de plus ? C'est un langage commun qu'il faut inventer ? Justement, vous le dites, il y a foison. Il y a un peu tout et son contraire. Ça part dans tous les sens. Et souvent, le consommateur, comme le régulateur, a du mal à s'y retrouver. Et donc, il est indispensable d'avoir ce lieu, ces forums dans lesquels on peut non seulement échanger, mais construire des méthodologies communes et ensuite le partager évidemment au niveau européen avec les régulateurs de façon à structurer cette approche. On est dans les débuts, on est dans les balbutiements. Il y en a certains qui le font depuis bien plus longtemps encore, comme Monsieur Chalandaire, mais évidemment, il faut accélérer là-dessus. C'est la seule façon aussi de contrer une partie des avancées des États-Unis, parce que là, si on prend un peu de hauteur et un peu de perspective, on parle d'initiatives micro-françaises parfois, mais l'enjeu, il est aussi au niveau européen, parce que les États-Unis n'attendent pas, ils avancent et ils vont nous imposer à nouveau leurs standards. Est-ce qu'on a envie d'avoir la même vision de l'impact, la même vision du développement durable, la même vision même du développement business, tout simplement, que les Américains ? Je ne pense pas. Nous sommes fondamentalement différents et il y a un enjeu de souveraineté pour l'Europe derrière tout ça. Donc il est urgent de participer à la création de tels référentiels qui soient reconnus de façon plus globale. Ouais. Et c'est effectivement l'un des enjeux que vous adressez, Pierre-André de Chalandaire. On va parler de Saint-Gobain, de ce que vous faites à Saint-Gobain, mais je voudrais commencer par l'Institut de l'entreprise. Vous y avez succédé à Antoine Frérot le 1er janvier de cette année. Peut-être en quelques mots, rappeler ce qu'est l'Institut de l'entreprise. Et puis ensuite, ce levier de la mesure d'impact, pourquoi il est essentiel pour vous ? Alors oui, d'abord je suis très, très heureux de succéder à Antoine Frérot à l'Institut de l'entreprise. C'est enthousiasmant comme pour moi de participer à ça, parce que je crois beaucoup et tous les sondages le montrent, l'entreprise, c'est quand même un lieu formidable dans nos sociétés, avec un rôle social à jouer, très important, un rôle social, sociétal. Donc, et un lieu de confiance d'ailleurs. Aujourd'hui, on attend beaucoup des entreprises, et les entreprises, mais elles ne sont pas toujours bien connues. Et donc, l'Institut de l'entreprise, c'est un lieu, je vais dire, principalement de dialogue. D'abord, de dialogue entre pairs. Souvent, les organisations professionnelles, elles sont là pour j'allais dire, organiser collectivement leur voix, faire du lobbying, représenter leur profession. Là, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est beaucoup plus de dialoguer pour échanger les bonnes pratiques, voir ce qui marche pas, et essayer de comprendre ensemble vers quoi il faut aller. Toutes les entreprises qui sont conscientes, si vous voulez, qu'elles doivent aller vers qu'elles ont des démarches de progrès, et donc il faut le faire savoir. Donc un lieu de dialogue
Et le dialogue, ça passe par l'écoute. Et donc écouter aussi, on a lancé depuis un moment des ateliers citoyens où tous les ans, on fait dialoguer des représentants d'entreprises et des citoyens. Et on en apprend plein de choses. Parce que les réalités concrètes de l'entreprise, c'est pas toujours connu ailleurs. Et le faire partager et mieux comprendre à beaucoup de publics différents, les fonctionnaires, les enseignants. Et donc, les programmes de l'Institut de l'entreprise, ils s'organisent autour de cette notion de dialogue avec ce qu'on pourrait appeler aussi les parties prenantes de l'entreprise. Donc, on forme les leaders de demain dans le monde de l'entreprise et ailleurs. C'est l'Institut des hautes études de l'entreprise. On a des programmes très intéressants avec l'éducation nationale sur la formation par des cas pratiques à ce que c'est que l'entreprise. Et puis, on a aussi une revue sociétale qui... Voilà, donc c'est une idée de dialogue sur les problématiques de progrès de l'entreprise. Et alors, c'est cette question, effectivement, des normes extra-financières. On peut résumer ça comme ça. Bon, c'est un peu réducteur, mais c'est un peu l'idée. Sur Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe là-dessus? Alors, d'abord, si vous voulez, dans une entreprise, moi j'ai un principe, on aime bien mesurer. What gets measured gets done, on dit en anglais. Si on veut progresser, il faut des instruments de mesure. Donc, on sait mesurer notre rentabilité, nos progrès, mais dans la mesure où on a un impact, comme le disait Brune Poirson, positif et négatif dans certains domaines, sur notre environnement, la société, il faut essayer de le mesurer. Et donc, c'est extrêmement important. Je vais prendre juste un exemple pour montrer que je vais prendre le sujet qui pourra paraître a priori le plus facile, mais qui est déjà très difficile. Je prends le sujet du climat. Bon. Alors, le climat, c'est un problème. Les entreprises, elles ont un impact négatif quand elles fabriquent, et elles peuvent avoir un impact positif. D'ailleurs, c'est la solution, les entreprises, à tous ces problèmes du climat. Chez Saint-Gobain, on a résumé ça en disant il faut maximiser notre impact et minimiser notre empreinte. Maximiser notre impact, c'est quoi? Si je prends Saint-Gobain, si vous voulez, tous les produits que fait Saint-Gobain, on a fait des recensements très détaillés. Aujourd'hui, c'est à peu près 72%, on a calculé tout, qui ont un impact positif sur l'environnement. Quand vous installez de la laine de verre ou un double vitrage, pendant sa durée de vie, il va faire économiser un nombre de tonnes de CO2 très important. On a calculé que pour l'ensemble de Saint-Gobain, c'est 1 300 000 tonnes. Donc c'est absolument considérable. 1300 millions de tonnes. Donc c'est très, très, très important. Et donc vous avez identifié on sait mesurer ça. Le problème, c'est qu'il faut que nos mesures, elles soient aussi acceptées, soient standardisées. De la même manière, on mesure, c'est plus facile pour les émissions directes, nos émissions de CO2. Ce qui va être plus difficile, maintenant on nous demande de mesurer nos émissions indirectes. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous voyez qu'il y a, juste sur cet indicateur des tonnes de CO2, je prends juste cet exemple, parce qu'après qu'on a un indicateur sociétal, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc je reviens à la question. Et donc la question, c'est qu'il faut que nous, si on veut être crédible, il faut aussi que nos indicateurs... Parce que ça fait longtemps qu'on fait ça chez Saint-Gobain. Il faut que ces indicateurs ils soient standardisés. C'est ce qu'on appelle le reporting extra-financier. La difficulté qu'on a en ce moment, si vous voulez, Brune Poirson disait, il y a un foisonnement, c'est que tout le monde veut le standardiser, tout le monde veut mesurer. Alors, il est clair qu'il faut essayer de le faire à un niveau large. Mais la France essaye de légiférer, l'Europe veut mettre des normes, au niveau international il y a des normes, et donc ce qu'ont besoin les entreprises, c'est à la fois d'une certaine standardisation. Je pense que ce que fait l'Europe, c'est important, à condition que l'Europe ne soit pas trop bureaucratique. En ce moment, j'ai un petit peu peur de ce qui se passe au niveau européen. Je trouve que l'approche internationale de l'ISSB est plus pragmatique que l'approche c'est technique, de l'EFRAG, mais qui est en train de nous pondre. On en est actuellement à 1400 indicateurs. Donc, vous voyez, pour Saint-Gobain, à la limite, 1400 indicateurs, c'est très bureaucratique, je saurais faire. Mais imaginez ce que ça voudra dire pour une PME. Donc on voit bien que le sujet de la mesure, oui, il faut mesurer, il faut standardiser, mais il faut rester simple. Mais pas trop compliqué. Et donc c'est très compliqué en fait. Alors on va globaliser un peu le débat sur ces enjeux stratégiques du développement durable ou de la RSE. Brune Poirson, vous êtes membre du comité exécutif et depuis janvier membre du comité de direction du groupe Accor. Qu'est-ce que ça change? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La reconnaissance stratégique de ces enjeux de développement durable pour un groupe comme le vôtre, le fait d'être dans les instances dirigeantes. C'est indispensable d'abord parce que sinon, aujourd'hui, en fait, pendant très longtemps, toutes les questions liées à l'impact, elles étaient, et d'ailleurs on appelle ça
comme vous le disiez, le reporting extra-financier. Donc, c'était vraiment à côté de la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'aligner les deux, la performance financière comme la performance extra-financière. Et pour ça, il est indispensable d'être là où se prennent les décisions, d'être là où les discussions ont lieu. Donc, c'est pour ça que c'est indispensable que le développement durable, et donc, en l'occurrence, moi, je fasse partie du comité exécutif, mais ça va avec tout un ensemble de choses. Ça va avec des bonus et des bonus sur les salaires, enfin tout simplement. Oui, sur les résultats extra-financiers. Sur les résultats, exactement. Ouais. Ça va avec toute une série d'indicateurs aussi en interne. Bref, c'est toute une nouvelle gouvernance qu'il s'agit de mettre en place, qu'on a mis en place avec succès, qu'on est en train de déployer. Mais aujourd'hui, l'objectif, il est d'aller encore un cran plus loin et vraiment d'intégrer les deux. C'est le travail qui se fait et qui vise à être peu à peu à sortir de terre au niveau européen, comme au niveau des États-Unis. En ce moment, on voit qu'il y a un peu de tectonique des plaques en se disant, mais finalement, qui va prendre le dessus et là, mais est-ce que, pardon de vous interrompre, est-ce que si ce sont des normes américaines qui s'imposent, est-ce qu'elles sont moins disantes que les normes européennes? Alors, vous voyez ce que je veux dire? Par certains aspects, oui. Il y a la question de la double matérialité, évidemment, qui fait beaucoup grincer des dents. Mais je crois qu'au-delà de ça, et M. Tchalandar le disait, c'est aussi une question de méthode. Il faut que ce soit simple, il faut qu'on puisse s'en saisir rapidement. Parce qu'on peut avoir les meilleurs indicateurs possibles. Si tout le monde se tourne vers des standards américains parce qu'ils sont plus faciles à utiliser, plus compréhensibles, mais aussi tout simplement plus utilisés globalement dans le monde, alors à ce moment-là, ce sera une source d'affaiblissement de l'Europe. Parce que c'est encore pas la vision de l'Europe qui prime. Je vous donne un exemple sur les questions sociales. En France et en Europe, on a une approche qui est plutôt fondée sur la notion d'égalité des chances, d'élévateur social. Et l'approche anglo-saxonne, elle est beaucoup plus liée à la couleur de peau, la race, l'ethnicité. Je ne défends pas l'un contre l'autre, je dis simplement ce sont deux approches qui sont très différentes. Vous avez une approche qui est plutôt communautariste d'un côté et une approche qui est plutôt soit dite républicaine, soit en tout cas unifiée de l'autre. Et ça, c'est deux visions du monde qui sont différentes. Et aujourd'hui, elles sont en train quelque part de s'affronter dans les indicateurs qui sont choisis. Je vous parle là des questions sociales, mais on retrouve les mêmes tensions sur les questions environnementales. C'est pour ça qu'il faut se battre, accélérer, simplifier au niveau européen. Vous vouliez intervenir? Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dis simplement que aujourd'hui, dans les deux principales initiatives de normalisation, de standardisation, les Américains sont essentiellement sur l'environnement. Et donc, je suis tout à fait d'accord qu'il y a la conception du monde sur les autres sujets, les sujets sociétaux est assez différente, mais c'est les Européens qui veulent s'occuper de ces sujets-là. Les Américains ont dit, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Ouais. Donc, et sur les sujets d'environnement, moi, j'ai tendance à penser qu'on doit plus facilement y arriver. À compter les tonnes de CO2, c'est pareil aux États-Unis et en Europe. En tout cas, ça devrait être pareil. Oui, on doit pouvoir se mettre d'accord. Sur l'aspect stratégique, Saint-Gobain a publié, je crois que c'était au printemps, un rapport intitulé « L'entreprise full RSE ». Non, c'est pas Saint-Gobain, c'est l'Institut de l'entreprise. Oui, je me suis trompé, l'Institut de l'entreprise. Oui. L'entreprise full RSE 2030. C'est quoi l'entreprise full RSE? C'est ce qu'on disait, c'est la stratégie RSE qui est au cœur, si vous voulez, au cœur du réacteur, quoi, au cœur du moteur. Exactement. Ça a commencé, la RSE, il y a longtemps qu'on en parle. Mais c'était un peu un objet, comme le développement durable d'ailleurs, c'était un objet qui était dans un coin de l'entreprise il y a 15 ans. Bien sûr. Après, c'est devenu le sujet des patrons. Et l'entreprise full RSE, en fait, c'est l'étape d'après. Et je l'ai vu la même chose chez Saint-Gobain sur le sujet environnement, c'est quand ça descend dans les étages. Et en fait, c'est l'ensemble des fonctions. Et le travail qu'a fait l'Institut de l'entreprise en écoutant, on a consulté beaucoup d'ateliers, 250 dirigeants, ça a été de voir que l'ensemble des fonctions de l'entreprise doivent être transformées à travers cette notion des RSE. Donc, non seulement la RSE devient un levier stratégique qui est au cœur du modèle de l'entreprise, pour Saint-Gobain, c'est complètement le cas, mais, et ça c'est plus nouveau, l'ensemble des fonctions de l'entreprise, le directeur financier, les achats, les RH, doit s'approprie cette notion de RSE et voit dans la manière dont elle contribue à l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit en faire. Ça c'est de nouveau, la formation, par exemple. Ça va supposer de la formation, mais cette appropriation, si vous voulez, elle transforme complètement l'entreprise. Et on voit bien que l'entreprise full RSE en 2030, elle sera différente. Ce sera une entreprise qui sera plus poreuse, avec plus transversale. Ce sera une entreprise qui sera aussi plus ancrée localement dans ses territoires. Et donc,
tout ça, c'est positif. Ça voudra dire que ce sera une entreprise, à mon avis, plus prospère. Parce que si elle s'intéresse plus à ses parties prenantes, ça marchera mieux. Ça se rejoint, on parle de l'impact, de la mesure d'impact et du fait d'avoir des règles communes. Mais si on parle de formation, je sais qu'il y a un plan de formation qui est lancé au sein du groupe Accor. C'est aussi parler un langage commun, c'est avoir un niveau de connaissance commun. C'est ça l'idée ? Absolument. En fait, l'idée, et c'est ça, tout à l'heure, on parlait, comment est-ce qu'on met de la transversalité, c'est-à-dire comment on fait en sorte que le développement durable soit le sujet de tout le monde et non pas que d'un département. Ça passe par plusieurs choses. D'abord, comme je vous disais, c'est le mettre tout simplement dans les bonus. Et ensuite, souvent la formation. Et c'est ce qu'on a fait. On a rendu obligatoire 5 à 6 heures de formation pour 97% de nos collaborateurs. Et ça, c'est assez colossal et ça nous permet d'accélérer parce que du coup, l'ensemble de nos collaborateurs ont et posent le même diagnostic, un diagnostic qui est fondé sur la science, un diagnostic aussi sur leur propre entreprise, où est-ce qu'elle en est. Et là, on sort des débats sur la croyance, des questions morales, et ça nous donne des bases suffisamment solides pour accélérer et déployer derrière un des vrais plans de transformation de l'entreprise, pour que, in fine, elle atterrisse, un peu comme vous disiez, sur... je pense, le multilocal. Je crois qu'une multinationale, elle doit se transformer et devenir vraiment une multilocale. Et ça suppose des changements en profondeur et surtout de connaître très bien et d'avoir la même aisance sur les questions liées à l'environnement ou au social que sur les questions financières ou même d'autres... Il y a un plan de formation avec AXA Climate, c'est ça, chez Saint-Gobain il y a plein de formations. Il y a quelque chose, moi, que je voudrais rajouter qui va nous aider beaucoup. C'est que depuis un certain nombre d'années, ce sont les salariés eux-mêmes qui... parce qu'ils demandent du sens, parce qu'ils cherchent du sens. Moi, je suis très frappé, les jeunes, mais pas seulement les jeunes maintenant. Ils veulent savoir, c'est ce qui a donné le fait que le sujet de la raison d'être a été si facile. Elles veulent savoir pourquoi on vient au bureau, on vient travailler tous les matins. Et ça aide. Donc, si vous voulez, entre le sujet de la transversalité, qui est en gros le sujet du management intermédiaire, à partir du moment où le patron il pousse et où les salariés demandent, ça irrigue l'ensemble de l'entreprise. Et donc, la formation, elle devient assez facile. Je voudrais qu'on termine sur le rôle politique de l'entreprise. Ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure, Brune Poisson. Vous nous dites la mesure d'impact, c'est important, à la fois pour lutter contre le greenwashing ou le social washing, mais peut-être aussi pour communiquer quand on fait les choses bien. Moi, il y a eu un exemple dans l'actualité qui m'a frappé ces derniers jours, c'est la BNP Paribas qui est attaquée par Oxfam en France pour des investissements dans les nouveaux projets d'énergie fossile et qui est blacklistée avec 9 autres banques au Texas, justement parce que le Texas leur dit vous détournez du pétrole. Alors là, ils sont entre le marteau et l'enclume. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une entreprise, elle doit, j'allais dire, choisir son camp. C'est peut-être un peu violent, mais il faut accepter, assumer un rôle presque politique de l'entreprise. Est-ce que vous diriez ça ? Je pense que c'est indispensable parce que c'est vrai que pendant très longtemps, pendant des années, les entreprises se sont dit nous, on veut être neutre. Moi, quand j'étais au gouvernement, j'entendais quand même beaucoup ça. Nous, on ne prend pas parti, on est neutre, on n'a pas vraiment une vision de la société, de ce qu'elle doit être, etc. Alors, ce n'était pas le cas de toutes. Mais en fait, c'est malheureusement ou heureusement peut-être, mais ça s'impose aux entreprises qu'elles prennent quelque part... partie. On le voit aux États-Unis. Vous avez cité BNP Paribas, mais ça peut être la même chose. Il y a eu la même chose avec Walt Disney, par exemple. Et aujourd'hui, de toute façon, si l'entreprise veut continuer à attirer des talents, elle doit donner du sens, elle doit dire quelles sont ses valeurs, vers où elle va et pourquoi elle se bat. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de fonds activistes, il y a beaucoup d'investisseurs qui se rétractent, qui en fait se retirent de leurs engagements RSE pour pouvoir continuer à travailler quelque part comme avant. Et donc là, ils choisissent leur entreprise. Et on voit de plus en plus un clivage au sein du monde des affaires qui ressemble beaucoup à un clivage qui existe au sein du monde politique avec un aspect de plus en plus binaire, de plus en plus polarisé. Ça se retrouve aussi dans le monde des affaires, mais c'est là où je pense que les entreprises ont d'autant plus un rôle à jouer. C'est qu'elles ne sont pas le ministère de la parole, elles sont le ministère de l'action. Elles ont ce magistère-là, et c'est par l'action qu'elles pourront démontrer aussi les valeurs sur lesquelles elles reposent et qu'elles pourront transformer la réalité et dépasser et permettre peut-être à la société de se réinventer par plusieurs aspects. Avec quelques difficultés, le parc hôtelier du groupe Accor, alors on a des chiffres qui datent d'un peu plus d'un an, 110 pays, 5300 hôtels, près de 800 000 chambres, et ça revient à notre thème de débat général qui est la mesure de l'impact, c'est-à-dire que quand on a autant de pays, c'est forcément autant de culture, autant de réglementation. Comment donner une ligne directrice qui est comprise et acceptée par tous ?
Mais ça, c'est le travail. D'abord, accepter qui l'entreprise est. Le groupe Accor est une entreprise européenne qui a des valeurs européennes et qui les défend partout dans le monde. Je crois que c'est ce qui nous permet de changer aussi, de transformer en partie la culture locale sur toute une série d'aspects, que ce soit l'égalité femmes-hommes, mais aussi et surtout la protection de l'environnement, les questions climatiques, mais aussi les questions de biodiversité. Partout. Et je pense que ça, c'est l'effet positif des entreprises, c'est l'impact de la multinationale qui travaille dans le monde. Et ça fait partie des choses qu'il faut aussi évidemment mesurer, parce que cet impact-là, il ne faut pas être naïf, il n'est pas toujours positif. Mais en tout cas, quand on regarde le tourisme, pour prendre un peu de hauteur, c'est quand même 10% du PIB mondial, un emploi sur 10 qui en dépend, enfin un emploi sur 10 qui est directement dans le secteur du tourisme, et 1 milliard d'emplois qui sont indirectement liés au tourisme. Donc quand vous avez cet impact-là dans le monde, il est indispensable et crucial, et c'est ce qu'on fait, de défendre non seulement des valeurs, mais ensuite d'arriver à le mesurer et de le partager localement. Ouais, je peux vous poser exactement la même question, Pierre-André de Chalandard, parce que quand on regarde quelques chiffres clés du groupe Saint-Gobain, 166 000 collaborateurs, près de 80 pays, un chiffre d'affaires de plus de 44 milliards d'euros en 2021. Là aussi, quand on est présent dans près de 80 pays, comment on adapte la raison d'être, ou comment on adapte ce sentiment d'avoir une mission sociétale ou presque politique à tous ces pays? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Brune Poirson. Je rajouterai un élément, c'est qu'il faut trouver aussi, à partir de là, avec des valeurs qui sont clairement affirmées, l'adaptation locale. D'abord, on ne parle pas la même langue dans tous les pays où on est. C'est déjà un moyen de s'adapter. Et je pense que nous, on est très multilocal. Les matériaux de construction, ce n'est pas les mêmes partout. Multinational et multilocal. Oui, oui, parce que si vous voulez, nos produits ne voyagent pas. Donc, et on ne construit pas de la même manière, même à l'intérieur même en France, on met des ardoises au nord de la Loire et des tuiles au sud de la Loire, pour prendre juste ces exemples. Donc on ne construit pas de la même manière partout. Donc de toute façon, nos produits sont locaux. Il y a des cultures locales, il y a des habitudes locales, et donc il faut trouver un juste équilibre entre le respect de ces cultures locales et un certain nombre de valeurs sur lesquelles on ne transige pas. On y arrive relativement bien. On s'appuie beaucoup là-dessus sur les valeurs des Nations Unies, les programmes des Nations Unies, qui, je pense, les objectifs de développement durable sont un guide assez universel là-dessus. Je termine, Brune Poirson, avec, je rappelle, vous avez été ministre, la loi AGEC, anti-gaspi, économie circulaire, qui a fait, on en avait déjà parlé sur ce plateau, qui a beaucoup fait bouger les lignes, notamment pour structurer des filières d'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre, et on va boucler la boucle de cette interview, de ce sommet de la mesure d'impact? Il y aura des ministres, il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des représentants un peu de tout secteur. Ça peut déboucher sur quoi? Il faut que ça débouche sur de l'impact, sans mauvais jeu de mots. Il faut que sur du concret. En tout cas, il faut que ça débouche sur du concret, avec probablement une méthode de travail. D'abord, une définition. Qu'est-ce que l'impact aussi? Et ensuite, une méthode de travail qui puisse correspondre, qui ne sorte pas ex nihilo, c'est-à-dire qui soit construit sur ce qui existe déjà, qui ait été construite justement en dialoguant avec les entreprises privées, mais comme aussi avec le reste de la société, des ONG et des associations, et qui puisse être transmise au gouvernement pour être ensuite non seulement appliquée en France, si tant est que c'est nécessaire, et je pense que ça l'est, mais aussi pour être défendu au niveau européen, pour qu'on n'ait pas des couches et des couches et des couches de gouvernance ou de façon de mesurer. Merci beaucoup, merci à tous les deux, encore une fois, d'avoir participé à ce débat. Et donc, bon sommet de la mesure d'impact ce 13 février à l'Assemblée nationale. C'est Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec Nona et Louis Sibyl, bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Nona, créé avec Arthur Dion en août 2020. C'est quoi Nona? C'est quoi votre idée de départ? Racontez-moi. Nona, finalement, c'est un logiciel de gestion pour la restauration collective, pour aider les cuisiniers à optimiser la conception de ces menus, pour finalement une alimentation plus durable, plus saine et plus locale. Alors, c'est quoi le constat de départ, les difficultés auxquelles un cuisinier, notamment en restauration collective, peut être confronté? En fait, ce projet est vraiment basé d'une partie d'un projet de recherche qui cherchait à travailler sur la transition alimentaire à la plus grande échelle possible. Le levier, la restauration collective. 7 enfants sur 10 mangent à la cantine, 14 millions de personnes par jour. Sauf que pour l'instant, on n'est toujours pas sur une alimentation durable. Par exemple, il n'y a que 6% de produits bio dans les cantines, alors que c'est de la commande publique. Et pourtant, il y a des cantines qui arrivent. Et ce n'est pas une différence de coût en matière première, mais vraiment du mode de fonctionnement interne des cantines.
D'accord, donc vous avez fait ce constat, donc c'est un projet de recherche, on va dire, et vous créez ce logiciel, c'est ça? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on trouve sur le logiciel Nona? Exactement. Déjà, il faut comprendre à quel point c'est compliqué pour le cuisinier. Ouais. Déjà, il doit préparer 200-300 menus tous les jours, prêts, chauds à midi. Sauf que depuis les années 2000, il y a des contraintes sanitaires, nutritionnelles, réglementaires, budgétaires qui lui demandent énormément de choses. Par exemple, de télédéclarer ses pourcentages de ses achats par catégorie de produits et par label, en volume d'achat, tous les jours. C'est une complexité énorme. Et nous, on a décidé de travailler sur 2 leviers. Gagner du temps sur la partie administrative pour la reconcentrer en production et être capable d'adapter son menu en fonction de ce qui est disponible. Et c'est pour ça qu'on a construit ce logiciel qui part du menu. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le cuisinier à concevoir son menu, le plus durable possible, et là, de gérer les commandes, les stocks, la traçabilité et la communication. Donc ça va faire gagner du temps, si je comprends bien, aux cuisiniers, aux responsables de restauration collective sur toute la partie administrative. Donc ça permet quoi? La promotion du circuit court, par exemple? C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir accéder à des producteurs pas très loin de leur lieu de cuisine. Bon, voilà, c'était compliqué sans Nona, c'est ça? Notre objectif, c'est pas de devenir une plateforme de mise en relation. Ouais, d'accord. On est sur des acteurs publics, dans les marchés publics. Ils ont déjà ils ont de quoi faire. Ils ont déjà leurs lecteurs, ils les connaissent bien mieux que nous sur tout le territoire. Nous, notre objectif, c'est en amont, avant de commander, que déjà ils mettent une recette de saison. Que déjà ils disent mon besoin, pour respecter mon critère nutritionnel, c'est de mettre une crudité. Mais par contre, à cette saison-là, je vais mettre une crudité de carottes. À cette saison-là, je vais mettre une crudité de tomates. Et en fait, vraiment de pouvoir, de base, concevoir un menu sur lequel il va pouvoir s'approvisionner. Si le menu, il le met, qu'il n'est pas de saison, jamais il va pouvoir s'approvisionner en local. C'est vraiment cette idée de travailler sur le menu, de finalement sortir un peu de cette dictature de la demande sur l'offre et comprendre qu'on a un besoin et l'adapter aux ressources disponibles. Et est-ce que sur l'équilibre nutritionnel aussi, manger plus sain, est-ce que vous intervenez aussi? En effet, on va lui donner des indicateurs. Très simplement, lui, il choisit vraiment ses recettes et à partir de là, on lui donne tous les indicateurs nécessaires, autant que ce soit budgétaire, mais également nutritionnel et également de saisonnalité. Ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire? C'est l'objectif aussi. Si vous voulez, c'est vraiment une constellation d'enjeux. Si on veut une alimentation plus durable, on ne peut pas s'attaquer que à la localité ou que au gaspillage. Il faut avoir une vision d'ensemble. Aujourd'hui, le gaspillage, c'est 1/3 des assiettes. C'est beaucoup trop. C'est là-dessus qu'il faut travailler pour pouvoir augmenter petit à petit le budget en matières premières sur des produits de meilleure qualité. Alors, qui sont vos premiers clients? Vous en êtes où? Nos premiers clients, au début, c'était vraiment des communes. On a travaillé sur plus le secteur des primaires maternelles, avec des communes qui nous ont vraiment aidé à co-concevoir l'outil. On a toujours été dans cette démarche. Et aujourd'hui, on est présent dans un peu plus de 300 cantines, ce qui représente un peu plus de 40 000 enfants. Et maintenant, on vient jusqu'à l'EHPAD. Et ben voilà, merci beaucoup d'être venu nous présenter Nona, merci Louis Sibyl. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Alors je voudrais remercier les équipes qui m'accompagnent au quotidien dans cette émission et en priorité Louise Perrin qui est la productrice et la programmatrice, assistée de Marie Bia aujourd'hui. À la réalisation, c'était Raphaël Morel et au son, Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Continuez de regarder Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!